qu'est-ce qui lui arrive et de nous raconter pourquoi elle se plaint. Mais je vais également appeler, parce que c'est le contradictoire, le médecin qui l'a soigné, et j'appelle le docteur Chieb Zouagui pour que vous soyez là au moment où la patiente dit des choses. J'ai d'ailleurs votre carte d'identité, donc je retiens votre carte d'identité. Et madame, vous avez la parole pour nous dire ce qui vous est arrivé en présence de votre médecin. Merci, Monsieur le Président. J'ai 37 ans, Monsieur le Président. J'ai une petite fille de 2 ans que j'ai mise au monde il y a 2 ans et j'étais au 9e mois de ma grossesse. Mon gynéco, dans le temps, m'avait fait une césarienne parce que j'avais eu des problèmes de tension. Et pour ma dernière grossesse, je me suis fait suivre par le même gynéco. Mon suivi m'a coûté plus de 3 millions de dinars, monsieur le juge. Le traitement que j'ai fait, c'était des injections dès le début de la grossesse. Et c'était en rapport avec l'hypertension que j'avais eue. J'avais eu en plus une fausse couche juste avant. Le 22 décembre, à 22 h, je me rappelle comme si c'était aujourd'hui, j'ai eu des douleurs au bas-ventre. J'ai alors consulté aux urgences de l'hôpital de Béja. J'étais au 8e mois de ma grossesse. Je voulais à tout prix voir mon médecin traitant. J'avais très peur pour mon bébé, un garçon que j'attendais impatiemment. Je voulais voir mon médecin traitant, mais le docteur Zouari a insisté pour me garder à l'hôpital. Pour une surveillance, m'a-t-il dit. Il m'avait fait une échographie et avait fait également un enregistrement du bébé. Et il m'avait rassurée, il m'avait dit que tout allait très très bien. J'ai alors insisté pour rentrer, mais il a refusé encore une fois. Le pire, Monsieur le Président, c'est qu'on m'a jetée sur un lit sans drap, dans une chambre sombre. J'étais seule et j'avais très peur. J'ai oublié mes douleurs. À 1 h du matin, une infirmière est venue me prendre la tension. J'ai demandé auprès du docteur Zouari. J'ai attendu en vain. Il n'a même pas daigné venir me voir. J'angoissais pour mon bébé. Alors que monsieur le docteur, dormait tranquillement dans sa chambre. 2 heures après, il devait être à peu près 3 h 30 du matin, j'ai ressenti une douleur très vive au niveau du bas-ventre. J'ai crié, j'ai hurlé, j'avais l'impression d'être seule au monde. Monsieur le Président, personne ne m'a entendu. C'est alors que je me suis rappelé une voisine sage-femme qui habitait à côté de chez moi. Je l'ai appelée au téléphone et 1 minute après, docteur Zouari était devant moi, comme par miracle. Il a alors vu que j'étais très mal. Il m'a auscultée et très rapidement, et sans explication aucune, je me suis retrouvée au bloc opératoire. On m'a dit que les bruits du cœur du bébé étaient très faibles et qu'il fallait intervenir très rapidement. Monsieur le Président, je me suis réveillée le lendemain dans un hôpital à Tunis. Docteur Zouari, ici présent, m'a rejoint en salle de réanimation. Il est venu me dire qu'il m'avait enlevé l'utérus et que mon bébé était mort. J'ai 37 ans, Monsieur le Président. Plus jamais je ne pourrai avoir un frère ou une sœur pour ma fille. Je n'aurai plus jamais de règles. Jamais je ne pourrai goûter aux joies de la maternité. Je me présente devant vous, Monsieur le Président, pour demander réparation, non seulement pour avoir été opérée sans qu'on m'explique quoi que ce soit, mais surtout, comble de désespoir, on m'a annoncé que mon bébé, que j'attendais avec beaucoup d'espoir, était mort. Monsieur le juge, que puis-je faire d'autre que de faire appel à votre mansuétude? Merci madame. Je vais demander au docteur Zouari s'il a un avocat. Et puis je vais lui demander à son tour de nous expliquer ce dossier. Très bien. Venez ici, J'ai monsieur. un avocat. J'ai payé un avocat, mais je crois qu'il n'est pas venu. Ah, Maître Najar, s'il vous plaît, j'ai besoin de vous.
Chers confrères, je vous écoute. Alors, voilà, moi j'étais de garde le 21 décembre. Et le 22 décembre, je m'apprêtais à rentrer à Tunis. Et il y a le directeur de l'hôpital qui m'a appelé. Il m'a dit, écoutez, c'est une garde vide à Béja. Est-ce que vous pouvez rester pour faire 24 heures de plus? Alors comme je ne voulais pas qu'il y ait de garde vide à Béja, je suis resté de garde aussi le 22 décembre. Et à 10 heures du soir, il y a Madame Leïla Attia qui est venue consulter. Elle était à 34 semaines d'aménorrhée, c'est le 8e mois, et elle avait des petites douleurs. Alors j'ai fait une échographie, le bébé allait bien, j'ai fait un RCF, il y avait des contractions, mais elles étaient espacées. Je vous ai préparé un petit PowerPoint. Ah non? Ah. Voilà, donc c'est Madame Leïl, elle a 37 ans, elle a un utérus cicatriciel, d'accord, elle consulte à 22 heures pour douleur abdominale intermittente, elle est à 34 semaines et 4 jours, et c'était une grossesse qui était à risque élevé puisqu'elle était sous anticoagulant à cause d'une hypertension artérielle. Voici le RCF, monsieur le Président. Donc il y a quelques contractions espacées. En fait, je les ai vues à durer moins de 30 secondes. Elles étaient irrégulières, d'accord? Et le plus important, c'est que le col, il était long, et donc, pour moi, cette femme ne pouvait pas faire un accouchement prématuré imminent, d'accord? Donc, on a estimé le poids à 2,6 kg, tout était normal, l'utérus, le placenta. Donc, j'ai préféré l'admettre à la maternité, par précaution, parce qu'il fallait une surveillance, donc... Et il n'y avait pas d'indication à donner des corticoïdes ou des antibiotiques, ou même une tocolyse. On avait prévu des bilans pour le lendemain. À 3h30 du matin, donc Madame Leïlati a des douleurs intenses, et donc je suis allé la voir. Et très vite, donc j'ai vu qu'il y avait une bradycardie, c'est-à-dire que les bruits du cœur étaient très ralentis. Et c'est pour ça que on a fait une anesthésie générale et qu'on a fait une césarienne en extrême urgence, par médiane. Et là, j'ai découvert qu'il y avait une rupture utérine, c'était en fait une déhiscence de l'ancienne cicatrice, qui était étendue à gauche. Bon, elle ne saignait pas beaucoup, c'était juste qu'on a extrait le bébé qui était de sexe masculin et qui est décédé à 4 heures de vie. Il pesait 2,1 kg. Il n'y avait pas d'hématome important, pas de caillot particulier. L'utérus était bien tonique, mais j'ai pas pu réparer la rupture utérine. C'est-à-dire que j'ai pas pu accéder à la berge inférieure de la cicatrice. Et comme elle était sous HBPM, j'ai pas voulu décoller l'utérus parce que j'avais peur que cette intervention se termine par une hémorragie non contrôlable. Alors j'ai pris la décision, vu que la femme saignait quand même, qu'elle était sous HPPM, qu'elle avait quand même 37 ans, était proche de 40 ans, qu'elle avait un seul enfant. Je m'étais dit même une autre grossesse, ça aurait été très risqué pour elle. Cette fois-ci, elle est arrivée à 34 semaines. La prochaine fois, je me suis dit, peut-être qu'elle fera une rupture utérine à 28 semaines ou à 27 semaines. C'est pour ça que j'ai pris la décision de faire une hystérectomie. Mais elle était subtotale, c'est-à-dire que probablement que Madame Leïlati aura à nouveau ses règles. Mais c'est pas sûr. D'accord? Ensuite, dans les suites, on a fait aussi la ligature des artères iliaques internes, d'accord, parce qu'il y avait encore un petit saignement en nappe, en rétrovésicale, et j'ai posé un seul champ, en rétrovésicale, que j'ai laissé en place, parce que lorsque j'enlevais ce champ, la femme continuait à saigner. Donc c'était pour le transfert, pour qu'elle soit plus en sécurité pour le transfert. Au total, on a estimé le saignement à 800 cc. J'ai fermé 100 drains de redon et la femme a été transférée par le SMUR 08. C'est un transport médicalisé. Elle a eu 2 kg globulaires en post-opératoire et elle a été reprise pratiquement immédiatement à Tunis. Ils ont trouvé un hémipéritoine de 200 cc.
Les artères iliaques internes étaient ligaturées, les voies urinaires étaient indemnes, le champ a été enlevé, il y a eu une hémostase électrique, et puis voilà. Estimez-vous avoir rétrospectivement commis faute ou erreur? J'estime que le fait de l'avoir hospitalisé, déjà, c'était une sécurité. C'était vraiment, généralement, quand on a des contractions utérines très espacées comme ça, et que le col est long, il était à 40 mm. Généralement, il n'y a pas de risque imminent. Donc, franchement, je pense qu'au contraire, c'est une précaution qui a été... le fait de l'hospitaliser était une précaution. Et au moment où vous êtes intervenu en urgence, quel était votre sentiment diagnostique? Alors, je savais qu'il s'était passé quelque chose. C'est-à-dire qu'on était parti avec un diagnostic qui était la menace d'accouchement prématuré. Et le problème de ce qui s'est passé, c'est ce qui va être confirmé par la suite, par le résultat de l'ANAPAT qui a montré que... Ouais. Et il s'est avéré qu'il s'agit d'un hématome rétroplacentaire, en fait. Et c'est un accident qui n'est pas toujours prévisible, surtout quand la femme a une tension artérielle normale, qu'il n'y a pas de protéinurie. Bon, c'est pour ça que j'estime qu'elle a eu une prise en charge normale, vu le diagnostic qui avait été fait à l'entrée. J'ai encore une question à vous poser sur... Je sors un peu du rôle du magistrat, mais voilà une femme qui a un traitement dont on peut dire qu'il est de nature à favoriser l'hématome rétroplacentaire. Oui. Quelle était la légitimité à la laisser pendant toute sa grossesse, non seulement sous aspirine, mais sous anticoagulants? Alors moi je vais à Béja uniquement pour faire les gardes à l'hôpital. C'est-à-dire que Madame Lailarté, elle a son médecin qui est dans le privé. C'est vrai qu'elle a appelé son médecin avant de venir à l'hôpital, qu'il n'a pas pu la voir puisqu'il était tard et que le cabinet était fermé. C'est pour ça que lui-même lui a conseillé de venir consulter à l'hôpital. C'est lui-même qui l'a adressé par téléphone. Ça ne répond pas à ma question. La légitimité de la maintenir sous aspirine et sous anticoagulant pendant toute la grossesse? Pour moi, c'était très discutable. Vu un seul antécédent d'hypertension, c'était un avortement précoce finalement. L'indication de la mettre sous HBPM, elle a été prise par un confrère, donc moi je ne veux pas me médire à un confrère. Maître, vous allez défendre votre client. Oui, monsieur le juge, mais je pense que mon client se défend très bien tout seul. N'eût été la ponctuation de ces phrases par c'est bon, voilà, c'est bon, bon, tout est bon. Mais mon client se défend très bien tout seul. Mais que pouvait-il faire? D'emblée, je plaide pour la faute involontaire. Alors, l'essentiel a été proposé... Ça veut dire que vous estimez qu'il y a eu faute? Involontaire. Il y a eu faute. Malgré... Parce que la faute soit volontaire ou pas volontaire, il y a eu faute. Il faut reconnaître... C'est l'utilisation du terme faute que j'apprécie beaucoup en tant que magistrat. Il y a eu faute, d'après vous. Par négligence, par involontaire. Il faut... Vous le défendez. Vous le défendez. Je le défends. Je voudrais... Mais attendez... Non, mais... Je voudrais... Monsieur le juge, l'essentiel a été proposé. Transférer la patiente dans une maternité de niveau 3, encore faut-il comprendre ce qu'est une maternité de niveau 2 en Tunisie. La transférer dans un niveau 3 a été proposé. Elle aurait eu une bien meilleure prise en charge. Mais la distance... Bien meilleure, ça veut dire que vous sous-estimez, vous estimez que sa prise en charge n'a pas été bonne. Ah non, je n'ai pas dit ça. J'ai dit Si que vous s'il y a auriez eu une meilleure Non. prise en charge. Non, oui, elle aurait eu une prise en charge plus complète, monsieur le juge, c'est évident, même si on est avocat et qu'on défend... Qu'est-ce qui manquait alors sur cette Alors, prise en charge? je vais vous le dire. Il est vrai que l'utérus cicatriciel aurait dû motiver une prudence peut-être supplémentaire. Qui se serait mais traduite par rien- quoi? Peut-être un petit peu, une surveillance un peu plus rapprochée, étant donné cet utérus cicatriciel. Ce n'est pas tant l'état, puisque, comme l'a dit le docteur Zouari, l'état de cette patiente était tout à fait satisfaisant à l'entrée, mais il y avait quand même... Il y avait quand même
des antécédents qui pouvaient le justifier. Et puis, comme vous l'avez soulevé vous-même, la constatation du traitement qu'on lui avait instauré et qui durait et qui était encore là sous anticoagulants et aspirine. Donc tout ceci aurait peut-être dû faire penser ou évoquer devant des douleurs même minimes, peut-être évoquer un diagnostic à venir et être un petit peu plus prudent et un petit peu Il plus... vous a payé cher pour cette défense, parce que là, vous êtes en train de laisser entendre qu'il s'est gouré sur toute la ligne. Et combien il vous a payé pour le défendre comme ça? Bon, d'accord, ce n'est pas mon rôle premier, mais... Oui, madame, vous pouvez intervenir. Alors, monsieur Zouari, vous l'avez gardé à l'hôpital, pourquoi? Quelle a été votre arrière-pensée en hospitalisant madame alors qu'elle souhaitait rentrer? Alors, Madame Lelati était en fait sous surveillance. Il y a une infirmière qui est chargée de s'occuper d'elle. Donc, il y a une infirmière qui est chargée. L'infirmière, elle est chargée de s'occuper d'elle. Elle passe dans les couloirs régulièrement. Mais Madame était endormie. Donc, on n'allait pas la réveiller pour lui faire un RCF. Vous savez, on peut faire un RCF. Comment ? Est-ce qu'elle a eu une prise de tension puisque vous l'hospitalisez, elle a un contexte pathologique? Si, l'infirmière prend la tension. Et il y a eu, et lorsqu'elle note elle prend la tension, c'est noté dans le dossier. Donc, madame, on vous a pris la tension puisque c'est noté dans le dossier. À la décharge de mon client, Monsieur le Président, je voudrais citer un expert en qui j'ai entièrement confiance. Si l'on considère que le primum movens dans cette affaire n'est pas la rupture, mais peut-être la constitution, selon l'expert, d'un hématome rétroplacentaire, l'expert dit avec beaucoup de précision qu'une minute avant l'hématome, il n'y a toujours pas d'hématome. Donc, la gravité est peut-être ici atténuée, même si je n'ose plus utiliser le mot faute. Mais pourtant, vous l'avez utilisé, je voudrais comprendre pourquoi. Il me semble dans ce cas précis que si tous les éléments concordent pour dire que c'était inévitable, selon l'attitude médicale, l'attitude clinique, il n'en reste pas moins que dans le contexte actuel, peut-être que la considération que l'on pouvait apporter à Madame Atiya méritait qu'on prenne un petit peu plus le temps de lui expliquer les risques qu'elle encourait, la possibilité peut-être de ne pouvoir suturer son utérus. Elle était éveillée lorsqu'on prend cette décision. Même si on prétend que je suis avocat, je n'en reste pas moins autre chose. Est-ce qu'au moment où vous avez fait la césarienne en urgence, vous vous doutiez qu'il s'agissait d'une rupture utérine? J'ai plutôt suspecté un hématome rétroplacentaire, oui. Ça, je l'ai suspecté, vu le caractère paroxystique, vu le caractère de la douleur. Donc, c'est pour cela que j'ai abordé d'abord la femme sous anesthésie générale. Donc, j'ai insisté pour que une anesthésie générale soit faite dès le début et que j'ai fait une incision médiane. C'est-à-dire que je savais qu'il y aurait probablement une découverte lors de l'opération. Maintenant, pour dire si c'est une rupture utérine, franchement, non. Ça aurait pu, oui, mais j'ai pensé à un hématome rétroplacentaire, oui. Madame, qu'est-ce que vous avez eu comme explication au moment où, juste avant qu'on vous opère en urgence? Quelles ont été les explications dont vous avez disposé?
On m'avait dit que mon bébé avait des bruits du cœur qui étaient ralentis. C'est tout ce qu'on m'a dit, monsieur le juge. Et vous aviez très mal. J'avais très mal. Vous étiez donc contente qu'on vous prenne en charge tout de suite Contente de sauver mon bébé, monsieur le juge. et qu'on vous prenne en charge puisque vous aviez Qu'on me très prenne mal. en charge, mais surtout qu'on sauve mon bébé. Mais vous savez, madame, que les médecins n'ont pas d'obligation de résultat. Si on devait sauver tous nos malades, alors on ne prendrait plus en charge aucun cancer, parce que le malade risque de mourir quand même. Et quand vous dites « me sauver mon bébé », c'est faire un geste en urgence, mais on n'est jamais sûr qu'on va y arriver. Vous vous rendez compte que les médecins n'ont pas l'obligation de résultat. Je le conçois tout à fait, monsieur le président, mais on ne m'a rien expliqué. On ne m'a pas prévenu que j'allais perdre à la fois mon utérus et mon bébé. En aucun cas, le docteur ne m'a expliqué quoi que ce soit. Mais si il vous avait dit tout cela, eussiez-vous renoncé à vous faire opérer? Comme vous le savez, en matière de consentement, ça doit permettre aux patients de refuser les soins. Sûrement non. Bien sûr que non. Bien sûr que Donc non. si vous avez dit, madame, vous risquez de mourir, vous risquez de perdre votre utérus et vous risquez de perdre votre bébé, est-ce que ça aurait changé votre attitude? En d'autres termes, est-ce que vous lui auriez dit, eh ben, docteur, puisque c'est comme ça, on n'opère pas? J'aurais été préparée, monsieur le président. Mais est-ce qu'on peut se préparer à la mort de son bébé? Je pense que je l'aurais... Peut-être que je l'aurais accepté mieux que ça. Mais se retrouver sans utérus et sans bébé, je vous promets, monsieur le président, qu'on est meurtri à vie. Voulez-vous répondre, monsieur, ou son avocat? Monsieur le juge, je voudrais rappeler que la maternité de niveau 2, de Béja, ne possède ni banque de sang, ni radiologue pour une éventuelle intervention, un médecin anesthésiste qui était là parce qu'il était de garde, et que tout a été mis en œuvre quand même par mon client. Le sang a été commandé, elle a été perfusée à la fin de l'intervention, puisqu'il fallait à peu près 30 minutes. La banque de sang est à 50 km, et tout a été mis en place, tout a été mis en œuvre pour que tout se passe dans les meilleures conditions. Chers collègues, si vous aviez une baguette magique et qu'elle revienne chez vous lors de votre prochaine garde, y aurait-il quelque chose que vous changeriez? La baguette magique, Alors, déjà. c'est une question que je me pose. Je me dis, si je l'avais césarisé dès son admission, mais quel obstétricien accepterait de césariser toutes les menaces d'accouchement prématuré à 34 semaines et 4 jours? Je pense que cette attitude aurait créé beaucoup plus de complications que des solutions. Parce que l'attitude que j'ai eue avec Madame Ati, c'est l'attitude que j'aurais eue avec n'importe quelle patiente. Alors c'est justement, on a vu la partie obstétricale du dossier, mais il y a une partie psychologique. Bien entendu, perdre son enfant et son utérus dans la même bataille obstétricale, c'est un drame absolu. Mais avant ça, elle nous a dit, on m'a jeté sur un lit sans drap, je reprends ces termes, et personne n'est venu me voir. Et là commence le grief. Comment sont organisés les soins en termes d'accueil et de bientraitance pour qu'une femme qui présente un risque au point que vous la gardez à l'hôpital soit rassurée d'être là et non pas inquiétée d'être dans une chambre où elle a peur, sur un lit sans drap où on ne vient pas la voir. Moi, j'essaye toujours de militer pour essayer d'avoir du matériel, des draps pour les patients. Vous savez, on a commandé 2000 draps il y a à peine un mois. En une semaine, ils ont tous disparu. On ne sait pas où... Il y a le personnel, là, vous savez, les ouvrières qui viennent là, travaillent, elles sont prises, travaillent dans des chantiers, en fait, elles ramassent les vieux draps et ensuite ils disparaissent. À chaque fois, ils disparaissent. Je veux dire par là qu'un utérus fragilisé,
un accueil de cette nature peut entraîner une contracture utérine parce que la patiente est inquiétée, et on peut très bien avoir ou imaginer que la rupture utérine se soit produite sous l'influence d'un hématome rétroplacentaire, mais on peut aussi imaginer que l'énorme stress qu'elle a vécu par son hospitalisation ait été à l'origine de cela. Non, alors j'ai mis au courant Madame Atia. Je lui ai dit, écoutez, demandez à votre mari qu'il aille à la maison, qu'il vous ramène tout ce dont vous avez besoin. Et en fait Madame Atia, elle a ramené des draps. Elle a ramené des draps de chez elle. Donc c'est vrai que... Non, c'est-à-dire qu'au début, peut-être quand elle est entrée dans la chambre, il n'y avait pas les draps, mais quand je l'ai vue, elle était avec ses draps. D'ailleurs, c'était des draps magnifiques, ils étaient multicolores. Est-ce que c'était vous qui étiez chef de service? Non, moi je viens pour faire des gardes. Je ne suis pas du tout affecté. Est-ce que le chef de service est au courant qu'on a volé 2000 draps Le problème, c'est que le chef de service, il est à la retraite depuis 5 ans maintenant. Il n'y a pas de chef de service à l'hôpital de Béja. Parce que ça m'est arrivé en tant que chef de service d'avoir du coulage dans les draps, et j'ai été jusqu'à mettre les moyens pour savoir qui volait les draps, et j'ai fait de manière très visible virer la personne qui volait les draps. Parce que c'est insupportable de faire des achats comme ça et de les voir partir. Et il faut que les personnels sachent que quand ils font ça, ils s'exposent à un risque terrible. Si on vole les draps, on vole les pansements, on vole tout, l'hôpital n'est plus un hôpital, c'est un endroit où on s'approvisionne. Écoutez, moi j'étais invité à un mariage du personnel, là, il y a une année. Donc je suis allé, il y avait le trousseau de la mariée qui était exposé, il y avait des draps de l'hôpital avec le drain. Bien. Monsieur... Avec le tampon de l'hôpital et tout. Monsieur le juge, puis-je rappeler quand même au professeur Issam Lebi que c'est le système qui est mis en cause et que c'est votre système, professeur. Raymond, monsieur le juge, vu la contrainte du temps... Vous voulez que je rende un verdict? Voilà, je vous demande de rendre votre verdict pour qu'on puisse discuter ensemble. Alors, il m'a manqué quand même un expert en gynécologie obstétrique qui analyse le dossier. Mais l'avocat l'a fait fort bien. Et donc, je conclus à un aléa extrêmement important, sans responsabilité médicale. L'aléa doit être indemnisé, et il y a, normalement là où je travaille, un fonds pour l'indemnisation des patientes qui ont subi un aléa. Et l'aléa d'avoir perdu son utérus et son enfant est un aléa considérable qui donne lieu à une forte indemnisation. Mais ne trouvant pas de faute, contrairement à ce qu'a dit l'avocat, devant une complication inopinée survenue sans qu'on ait pu la prévenir, je retiens un petit défaut d'information, encore que celui-ci n'a pas eu de conséquences sur l'acceptation ou pas de la patiente. Je retiens un contexte d'accueil et une bientraitance un peu défaillante dans cet endroit, mais pas de faute, et je mets 0 faute à la partie médicale. Merci pour votre indulgence. Monsieur le juge, je vous demande de nous rejoindre ici. On va passer la parole à la salle. Mais avant la salle, je voudrais quand même dire quelque chose. Profitant du micro. Je voudrais d'abord dire que, historiquement, il y a une loi, l'une des lois en Tunisie, qu'on appelle la non-assistance à personne en danger ou en péril. C'est une loi qui date de 1966 et elle a été promulguée suite à l'abstention d'un gynécologue de garde de porter secours à une patiente en travail. La patiente a fait sa rupture utérine et elle est décédée. Et c'est à la suite de ça que cette loi a été promulguée en Tunisie. 2 ans de prison.
5 ans de prison et 10 000 dinars d'amende. La deuxième chose que je voudrais préciser, c'est que les patients, dans ce genre de drame, vont nous poursuivre en pénal ou en civil, ou les deux. C'est-à-dire que les deux, ça veut dire qu'elle va porter plainte en pénal et elle se constitue partie civile. Maintenant, quand il s'agit d'un confrère qui exerce à l'hôpital, le civil, c'est le tribunal administratif puisque l'État couvre ses fonctionnaires. Le médecin fonctionnaire n'est pas amené à indemniser la patiente, c'est l'État qui est assureur dans ce cas. Mais l'État ne fera pas la prison à notre place, médecin fonctionnaire. Hein. Le pénal, on l'assume tout seul. Et je pense que l'affaire qu'on vient de suivre était en tribunal administratif. C'est pour ça qu'en tribunal administratif, l'ambiance est un peu plus détendue, hein, beaucoup plus qu'en pénal. On aura d'autres réflexions à faire, moi et mes amis modérateurs, mais qui veut prendre la parole? Aïssa? Merci, merci. D'abord, je voudrais féliciter toute l'équipe, tous qui ont participé à ce cas clinique. Leïla, tu étais excellente. Bon, Chiheb, que je connais depuis qu'il était résident, il est un peu dans son élément. Hein, Mais la conclusion à la fois de l'expert et du juge, parce que vous parlez au médecin, vous dites cher collègue, alors que vous êtes le juge. Vous l'avez fait 4 fois, monsieur Nizan. 4 fois. Donc, quasiment, à chaque fois, vous vous adressez à lui. Je me suis adressé aux collègues, au procureur. Parce que quand il a parlé de faute, c'était le procureur de la République et non pas l'avocat. Sortir de ma peau de médecin. Bon, c'est ce qui m'a plu en fait dans ce cas clinique, c'est que c'est un cas clinique comme on les voit. Il est réel comme on les voit. Mais on peut discuter point par point. Hein, l'opportunité des HPPM et de l'aspirine. Déjà, c'est une faute grave d'associer des HPPM et aspirine. Il faut donner HPPM uniquement. C'est une indication UE. Et notre ami Zoueri, en la recevant, il aurait pu arrêter l'aspégique. Qu'est-ce qu'il peut faire? C'est une femme à 34 semaines, 4 jours, qui parle de quelques contractions. Il a même fait une échographie du col, de longueur du col qui est à 42 mm, donc aucune inquiétude. Mais pourquoi est-ce que Dr Zouer n'a pas donné une corticothérapie anténatale pour accélérer la maturité? Ça aussi, c'est une question, mais c'est un petit truc. Et puis la femme, elle a fait, oui. C'est une expertise que tu fais. Et puis la femme, je termine. Hein, je termine. Et puis la femme, elle a fait une déhiscence de la cicatrice avec quasiment inopinée. Et Alain il n'a pas pu la fermer. Il a fait une hystérectomie subtotale de quelqu'un qui voulait sauver la femme. Je pense que c'est un aléa, comme a dit M. Nizan. Donc il n'y a pas de faute, même s'il y a des imperfections dans la prise en charge. Encore bravo pour ce cas clinique qui nous a vraiment amusés et qui restera dans nos mémoires. Hein. C'est un cas clinique qu'on voit tous les jours. Je crois que ce n'est pas le seul cas. Devant le Conseil de l'ordre, on voit déjà on a un cas pareil qui se présente de l'hôpital du KEF. Et espérons maintenant qu'avec la nouvelle loi de la responsabilité médicale, qu'on sera plus à l'aise dans notre travail. Je donne la parole à professeur Khrouf. Pardon. D'accord. Ok, vas-y. Et puis, docteur Khrouf. D'accord, merci beaucoup. Donc, merci également à toute l'équipe. Vous étiez superbe. Et j'aimerais demander à monsieur le juge, l'indemnisation, elle est de combien? Vous ne l'avez pas mentionné. Elle est de combien cette indemnisation? Parce que nous avons un cas similaire exactement au Maroc. L'indemnisation était très forte. Et le médecin, il est toujours en prison là jusqu'à maintenant, malheureusement. Donc finalement, c'est
comme vous dites, il faut s'attendre. Il n'est pas encore jugé, mais il est en prison dès la mort de la dame et de son bébé. Il y a pratiquement 20 jours maintenant, 25 jours, il est toujours en tôle. Et donc on attend le jugement. Alors ça, chez nous, la prison préventive avant jugement, elle est possible, mais 24 ou 48 heures, quand on veut protéger les témoins de quelque chose mais on ne peut pas mettre quelqu'un en prison sans jugement, sauf dans des cas très particuliers de terrorisme ou des choses comme ça. Et pour mettre en prison un médecin, il faut l'incriminer au plan pénal. Et le pénal, ça sous-entend que la faute est caractérisée. C'est pour ça que j'ai ennuyé l'avocat sur le terme de faute. Il faut que la faute soit dans une liste de fautes. Il a volé, il a tué. Ça donne du pénal et de la condamnation pénale. Il n'a pas respecté telle ou telle règle médicale et l'expert a estimé que c'est fautif, on peut aller au pénal. S'il n'y a pas de faute démontrée, le pénal n'a pas de sens. Après, il y a de l'indemnisation civile. Alors l'indemnisation civile, lorsque le préjudice est supérieur à 25%, c'est-à-dire à peu près à 26%. Lorsque ce préjudice, s'il est inférieur, il n'y a rien. S'il est supérieur, il y a une indemnisation qui est calculée selon des barèmes extrêmement précis. Ici, il y a le barème perte de l'enfant. En gros, c'est de l'ordre entre 100 000 et 200 000 euros, c'est-à-dire beaucoup moins cher qu'un handicap cérébral de l'enfant. Et puis, il y a la perte de l'utérus. En gros, avec l'impossibilité d'avoir d'autres enfants chez une femme de 37 ans qui en aurait souhaité, etc., ça va chercher à peu près dans les mêmes tarifs. Puis encore quelques petits chefs, préjudice moral, etc. C'est une affaire qui se solde pour l'assurance de l'hôpital ou du médecin à du 500 000 euros, ce qui n'est pas très cher par rapport à un handicap cérébral. Un handicap cérébral, chez nous, en ce moment, il y en a un qui est aux alentours de 17 millions d'euros en France. Donc la perte de l'utérus et d'un enfant, c'est de l'ordre de 500 000 euros. Je dois dire que quand une femme se voit attribuer une somme pareille par le tribunal civil ou administratif, ce n'est pas de nature à effacer la peine, mais c'est quelque chose qui fait qu'il n'y a pas d'iniquité absolue. Je ne sais pas si ça répond à votre question. On donne le micro à Dr Khrouf. Monsieur le juge, si vous permettez, je vais me placer en expert. D'abord, j'ai admiré la prestation de la plaignante qui m'a fait fondre et je vais essayer d'abonder dans son sens. Alors ici, c'est une dame qui arrive à 34 ou 35 semaines, qui a quelques contractions et qui a un utérus cicatriciel. Moi, je pense que si on avait mis cette dame sous enregistrement continu, on aurait peut-être pu dépister la rupture utérine au tout début. Et vous savez que les ruptures utérines sur utérus cicatriciel se traduisent très souvent par une modification du rythme cardiaque fœtal. Et cette dame, cette pauvre Leila, aurait pu être opérée à 11 heures du soir et peut-être sauver son bébé et son utérus. Alors, dans ma carrière d'expert, j'ai rencontré beaucoup de collègues qui mettaient beaucoup de si et qui, en aval du si, disaient « si on avait fait ça, on aurait sauvé la maman, le bébé, etc. » et qui faisaient condamner des collègues avec leur si, dont vous savez qu'on peut mettre Paris dans une bouteille avec des si. Donc, personnellement, je n'ai jamais utilisé le si on avait fait ça. D'autant que l'expert que vous êtes doit savoir que quand on est après la bagarre, on est beaucoup plus intelligent et qu'on peut refaire l'histoire différemment. Donc ce que j'ai fait, moi, toute ma carrière en tant qu'expert, c'est que je me suis mis à la place du collègue. Est-ce que j'aurais mis sous contrôle de tracé continu une femme dont le col est court,
pour laquelle il y a quelques contractions et que je garde par prudence à l'hôpital, je ne l'aurais pas mis sous tracé en continu. Est-ce que si je l'avais mis sous tracé continu, est-ce qu'on aurait forcément vu la rupture utérine? La réponse est sûrement non. Et est-ce qu'on aurait forcément intervenu à 11 heures? Tout ceci, c'est dans un contexte d'imagination où on peut imaginer que les choses se soient mieux passées, mais elles se sont mal passées. Et on est là pour dire s'il y a eu des fautes commises dans le parcours médical, et de mon point de vue, il n'en a pas eu. Mais monsieur le juge, cette conduite aurait eu le mérite de rassurer la plaignante qui dit qu'elle a été abandonnée à son sort dans une chambre et que personne ne venait la voir. Si on l'avait mise sous enregistrement... rassurée pour vouloir rentrer à la maison. Non, non, mais elle est restée. Elle est restée, on l'a obligée à rester, tant qu'à faire, et afin de justifier cette prise en otage, j'allais dire, on aurait pu mettre un capteur et regarder le corps fœtal. Ben, s'il vous plaît. Alors, tout d'abord, je tiens à vous remercier pour cette excellente, pour cet excellent jeu de rôle, mais j'aimerais bien recontextualiser les choses. Alors, honnêtement, ce n'est pas ni le civil ni l'administratif qui fâche les médecins en Tunisie. C'est le pénal. Et même avec la nouvelle loi, ça ne va pas changer grand-chose, au moins pour une décennie, je vais dire. Parce qu'avant de changer, même si la loi change, il faudrait qu'un peu aussi les têtes des juges qu'on a déjà rencontrés et qui nous côtoient tous les jours doivent changer un peu d'attitude dans leur interprétation de ces textes généraux qui parlent de coups et blessures involontaires et d'homicide involontaire et qui continuent à utiliser ces textes d'imprudence, de négligence, d'inattention et de non-respect de règlement et de maladresse pour des attitudes médicales. Alors, pour le take-home message de cette affaire-là, et là c'est très important. Alors, première chose, c'est que là, la plainte est formalisée. Et le médecin devrait se présenter avec son avocat devant le juge, mais pas avec cet avocat-là. Parce que déjà, cet avocat-là a déjà prononcé le mot faute involontaire. Deuxième message pour le médecin, puisque là, il avait en face sa patiente ou, dans le cas échéant, il pourrait avoir ses ayants droit. À aucun moment, il a prononcé la phrase « Je suis désolé pour l'issue ». C'est très important de montrer une certaine empathie, compassion pour ce qui s'est passé. Toujours utiliser la même phrase. Je suis désolé pour l'issue fatale, Madame Arteya est une femme très très gentille, que j'ai connue, je ne sais pas quoi, et ça marche très bien. Deuxièmement, pour dire que j'ai refait le film 50 fois et à chaque fois, je refais la même chose. Surtout, ne tombez pas dans le piège, parce que c'est toujours dans ces affaires-là, c'est l'évitabilité. Si c'était à refaire, qu'est-ce que vous aurez fait? Alors, c'est une affaire in concreto, c'est-à-dire on va juger l'expert, le juge, va juger votre attitude in concreto. C'est-à-dire il va placer son médecin dans les mêmes conditions, il va voir si vous vous comportez de façon fautive. Si vous vous dites « j'aurais agi autrement », on tombe dans les si. Donc, techniquement, vous dites « j'ai refait le film, j'ai rêvé, j'ai cauchemardé 150 fois la même chose et chaque fois, je refais les mêmes gestes. » C'est très, très, très important. Là aussi, le cheminement, là, pour les experts et pour les gens qui jugent, c'est comment cette personne est arrivée. Donc, elle avait un état antérieur dans lequel elle avait déjà une cicatrice césarienne, une cicatrice ancienne. Elle était sous un traitement qui prédisposait à faire quelque chose. Et là, est-ce qu'il y avait des précautions particulières à prendre? Et généralement, l'expert, le juge, va honnêtement, je vais dire, rattacher de l'importance à cette phase, parce qu'on est seulement dans le préacte, c'est-à-dire l'information, consentement et l'indication de l'acte.
Si on n'est pas dans cette indication-là, il ne s'agit pas de dire si on a bien ou non fait l'hystérectomie ou sinon on a surveillé après. Donc le vrai problème de cette affaire, c'est on a fait le bon diagnostic et la bonne indication. Donc faites attention à ces phases-là en pénal. Alors, madame. Je voudrais juste reprendre le si, mais en sens inverse. Est-ce que dans une expertise, dans ce cas-là en particulier, le fait que si cette patiente avait été renvoyée chez elle, étant donné la brutalité et la gravité de l'incident, elle aurait probablement pas survécu. Donc est-ce que ce si-là, qui est positif pour le médecin, peut être mentionné dans une expertise ou pas? Non, parce que vous ne pouvez pas refaire l'histoire. Est-ce qu'elle aurait rompu... Donc jamais de si, en fait. Jamais. En tout cas, moi, je ne l'ai jamais utilisé parce que quand on l'utilise, ça montre qu'on est contre les médecins. C'est-à-dire qu'on n'est pas capable de se mettre en amont. Et personnellement, j'ai vu des médecins condamnés parce qu'ils n'avaient pas fait une courbe échographique. Et s'il avait fait la courbe échographique, il aurait vu que l'enfant était de petit poids et il aurait pris des mesures. À partir du moment où vous dites si dans une expertise, il faut vraiment que la conséquence, c'est-à-dire ce qu'on appelle la causalité, soit directe. Si la causalité est indirecte, si elle était rentrée chez elle, elle n'aurait pas fait sa rupture utérine. Mais vous en savez rien. Elle n'était pas hémorragique. Vous n'en savez rien. Et donc, dire, si je l'avais laissée rentrer chez elle, elle serait morte, ben, vous ne pouvez pas plus le dire qu'elle ne serait pas morte. Donc, pour moi, ce n'est pas un argument, en tout cas pas rationnel. Monsieur le juge, je suis un ami de la famille et je suis médecin. Cette patiente a été hospitalisée. Il y avait une suspicion d'hématome transplacentaire. Une échographie a été faite. Est-ce que le segment inférieur a été mesuré? Est-ce que la rupture utérine était vue, visible et prévisible? Alors, il se trouve que j'ai publié moi-même dans le Lancet en 1997 l'examen du segment inférieur à l'échographie et que ça m'a été infiniment reproché. Parce que si la mesure du segment inférieur, vessie pleine, dans des conditions très particulières, peut vous montrer une déhiscence et vous orienter positivement vers une césarienne prophylactique. En revanche, la visualisation d'un segment inférieur normal ne vous met pas à l'abri d'une rupture utérine. Et donc, c'est la différence entre valeur prédictive positive et valeur prédictive négative. Et l'argument est très fort, parce que ce qui nous intéresse, ce n'est pas tellement le fait d'avoir une indication de césarienne prophylactique, c'est de savoir si on peut laisser une femme qui a un utérus cicatriciel entrer en travail. Et pour cette indication-là, la mesure du segment inférieur n'est pas validée scientifiquement. Et en plus, c'est un examen difficile à faire et très opérateur dépendant. Donc voilà pourquoi je ne reprocherai pas à un médecin de l'avoir fait. Je vais vous dire qu'en France, j'ai été sollicité comme expert parce que j'avais pondu l'article et ça m'a été reproché par le professeur Sureau lui-même, qui, expert, voit une femme qui a une rupture utérine et le médecin dit « J'ai fait, comme c'est marqué dans le Lancet, j'ai suivi l'article du professeur Nizan, j'ai mesuré le segment inférieur, il était à 4 mm d'épaisseur et j'ai quand même une rupture utérine. » Et M. Sureau m'a mis en cause en disant « Vous n'aviez pas à publier ça parce que la valeur prédictive de non-rupture est trop faible. La valeur prédictive de rupture est énorme. Quand vous voyez la déhiscence, ben, on sort de l'écho et on va en salle d'op. Mais ça, ce n'est pas très fréquent. Et donc, je ne dirais pas et je ne reprocherai pas à un médecin de ne pas avoir utilisé cette technique alors que je l'ai publiée. Justement, donc, pour nous, en Tunisie, d'accord, docteur Mouali, donc, il y a un autre problème, c'est le problème des experts qu'on nomme par le tribunal. D'habitude, deux fois sur trois, il n'y a pas de gynécologue. Il y a un chirurgien et un médecin légiste.
c'est ce que je vois et c'est ce qu'on est en train de voir. C'est quelque chose que je trouve aberrant. On ne peut pas juger un gynécologue sans savoir les particularités de la chirurgie gynécologique, de la césarienne, du placenta accreta et tout ça. C'est le rôle de l'avocat de mettre en cause un expert incompétent. Donc, si vous voulez, on va continuer avec... On ne peut pas continuer, cher Choukri. On ne peut pas continuer. Le sujet est brûlant. L'année prochaine, il y aura probablement d'autres accusés. Mais les organisateurs nous demandent de... Vas-y. Je suis un tout petit peu déçu cet après-midi. C'est vrai que c'est la première fois que j'assiste à faire entrer l'accusé et je suis un peu déçu, malgré la carrière qu'on a fait, de voir qu'on est en train de nous enseigner aujourd'hui les modalités de se défendre en pénal par rapport à un accident qu'on a fait dans le cadre de notre exercice. Dr Zweri était là pour cette carte alors qu'il ne devrait pas être là. Il ne devrait pas être là, ce n'est pas sa garde. Est-ce que vraiment il était obligé de faire la garde? Et nous, quand on était jeunes, on nous a enseigné de faire la médecine pour sauver des vies. On n'a jamais été... On nous a jamais vivras enseigné... pas le jour où l'exercice médical sera dépénalisé. Tu ne le vivras pas. Je sais, mais c'est-à-dire que les choses sont changées et il faut qu'on change. Est-ce que Dr Zweri aurait dû ne pas faire la garde? C'est-à-dire, si on nous appelle parfois pour des catastrophes, est-ce qu'on doit y aller ou est-ce qu'on ne doit plus y aller? C'est ça la question qu'on se pose aujourd'hui. Si on t'appelle pour une catastrophe et que tu n'y vas pas, là, c'est non-assistance à personne en danger. Mais à partir du moment où tu acceptes une garde, tu acceptes la responsabilité qui va avec. Docteur Nizan, on peut dire qu'on n'est pas disponible, qu'on n'est pas à côté. C'est-à-dire qu'il a des possibilités. C'est ça, c'est-à-dire qu'à un certain moment, quand on exerçait la médecine, le seul but était de sauver des vies et de donner des soins de qualité. On n'avait pas d'autre chose derrière la tête. Aujourd'hui, on doit se poser des questions afin de faire des gestes, bien qu'on maîtrise des gestes. Dr Zweri a fait sa garde volontairement. Il aurait dû dire non, moi je ne peux pas, je ne suis pas en état d'assurer une garde et rentrer chez moi. Mais s'il l'avait dit, s'il l'avait fait, sa responsabilité ne serait pas engagée. Mais comme il ne l'a pas dit et qu'il a accepté la garde, avec la garde, il y a la responsabilité. Docteur Benzine, je peux poursuivre. S'il vous plaît, on sait tous qu'en Tunisie ou au Maghreb, on est arabophone. Donc les juges ont une formation académique arabe. Et nous, médecins, on ne sait rédiger les expertises qu'en français. Donc c'est un langage qui n'est pas compris du tout par les juges. Je demande à Ahmed comment faire, puisque d'habitude ces juges nous considèrent comme auxiliaires de la justice et ils ne lisent que la conclusion. Est-ce qu'on doit les contacter par téléphone pour leur expliquer l'expertise elle-même, apporter des éclaircissements sur l'expertise, ou bien on se laisse faire par des juges qui sont, excusez-moi, à côté de l'expertise? Alors, c'est très très important, parce que généralement, une expertise est le résultat d'une demande d'expertise, donc une ordonnance judiciaire qui comporte des questions. Et ces questions sont généralement formulées en langage ou purement juridique ou parfois littéraire. Et les réponses doivent être à la fois médicales, médico-légales, mais surtout simples, intelligibles et à des non-médecins. Un juge est un non-médecin. Et c'est très très important d'avoir un peu ce relationnel avec le juge pour leur dire n'hésitez pas à nous appeler s'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas et qui mérite d'être expliqué. C'est tout. Merci Ahmed. Voilà, on va lever la séance, mais ne quittez pas la salle parce qu'il y a un symposium. Et merci à tous.